Donc bonsoir à tous, merci infiniment d'être venus aussi nombreux ce soir. On est absolument ravis de nous accueillir, de vous accueillir. Merci Monsieur le Premier Adjoint d'avoir accepté cet échange. Merci Pascal Perrineau de nous faire l'amitié d'introduire dans quelques instants cette séance. Ici même, le mois dernier, on avait organisé, le groupe Développement durable et environnement de Sciences Po Alumni avait organisé une conférence sur le thème des sciences comportementales, de leur rôle dans la transition et dans la construction d'imaginaires désirables. Et il nous a semblé particulièrement intéressant d'avoir aujourd'hui un élu pour venir nous parler de cette vision qu'il porte pour la ville de Paris, à la fois au plan pour nous aider à cerner cette vision en cible et pour nous aider à voir un peu mieux la façon d'y arriver. Donc voilà, je voulais aussi juste rapidement remercier Nihal Salah de nous avoir aidé à organiser l'échange ce soir. Et je te laisse la parole. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents. Et merci beaucoup, Emmanuel Grégoire, de nous faire l'honneur de venir. Je profite de cette occasion pour dresser en une petite minute votre portrait. Évidemment, faire le portrait de quelqu'un de connu et de reconnu qui passe à la télé et à la radio, c'est s'assurer un amphi endormi. Donc, ne sachant pas exactement quoi faire, je me suis connectée sur Facebook et j'ai lu votre dernier statut. Savoir dire merci, c'est important. C'était le sens de cette cérémonie à destination des gardiens d'immeubles du 12e arrondissement de Paris. Merci à ces anges gardiennes et gardiens qui, dans le parc social comme privé, sont toujours aux côtés des habitants pour veiller sur eux. Alors, seriez-vous le futur ange gardien de la ville de Paris? En tout cas, la rumeur gronde. À Paris, Emmanuel Grégoire prépare déjà l'après Anne Hidalgo, titrait le Figaro de la semaine dernière. Bon. Emmanuel, on vous dit bosseur, vous allez au fond des dossiers et vous privilégiez l'efficacité de l'action à la représentation. Pragmatique, vous choisissez les sujets arides, techniques, l'urbanisme, la logistique urbaine fluviale, le dédale des aides à la rénovation énergétique entre l'EC2E, MaPrimeRénov', la conductivité thermique des matériaux biosourcés, les ACV dynamiques du bâtiment. Bref, la technique ne vous fait pas peur. Cette expérience de bosseur, vous l'avez forgée au cours de votre parcours. Né en 77 au Lila, diplômé de Sciences Po Bordeaux, vous avez passé 8 ans dans le privé avant de devenir chef de cabinet de Bertrand Delanoë jusqu'en 2012, puis chef de cabinet de Jean-Marc Ayrault. On vous dit également dans le dialogue et on vous dit aussi esthète, puisque vous placez la beauté au cœur du projet urbanistique de Paris avec le manifeste pour la beauté de Paris, dont vous nous parlerez tout à l'heure. Enfin, vous agissez de plus en plus sur des notes très politiques, entre soutien à la constitutionnalisation de l'IVG, préservation du Parc des Princes ou encore mobilisation récente contre la réforme des retraites. Merci beaucoup d'être venu nous parler ce soir du plan local d'urbanisme bioclimatique et du manifeste pour la beauté de Paris. Je cède sans plus attendre la parole à Pascal Perrineau pour amorcer le débat. Merci à tous et bonne soirée. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Monsieur le Premier Adjoint, et merci d'être venu présenter, au fond, le discours sur Paris et le récit sur Paris dont vous et l'équipe municipale sont porteurs. Alors, ça m'a rajeuni parce que quand je faisais ma thèse de sciences politiques, je travaillais sur les conséquences politiques du changement urbain dans les agglomérations de la Loire moyenne. Et je m'étais aperçu en travaillant que l'image de la ville, le discours de la ville était décisif, vraiment décisif, pour comprendre la manière dont les habitants, bien sûr, et en particulier les nouveaux habitants, s'appropriaient la ville dans laquelle ils vivaient, mais également que ça avait des conséquences non seulement politiques et électorales, mais des conséquences culturelles et des conséquences indirectement économiques. Alors, quand on s'interroge sur ce récit des villes, avant de venir au récit sur Paris, on s'aperçoit que des mythes de fondation antique jusqu'au storytelling contemporain, d'innombrables récits accompagnent les processus d'urbanisation dans tous les pays du monde. Le changement dans les villes n'est pas en effet un processus linéaire et les sociétés urbaines mettent de manière très abondante en récit toutes les péripéties de ces changements urbains. Et à ce phénomène bien connu s'ajoute l'hypothèse, souvent vérifiée, que de tels récits jouent un rôle important dans l'accompagnement des mutations urbaines
et qu'ils entretiennent des relations certes complexes, mais fortes avec les projets, avec les plans d'aménagement, avec les opérations de reconstruction, avec les opérations de rénovation, avec toutes les politiques urbaines en général. Et il s'agit d'éclairer à l'occasion et sur le terrain parisien le rapport entre cette narration sur Paris et les enjeux propres au changement urbain. Alors quand on regarde ces récits sur les villes, au fond, en étant, vous m'excuserez, mais un peu schématique, mais on est pressé par le temps, j'ai l'impression qu'il y a 3 grandes entrées thématiques qui éclairent les récits de ville et les usages que l'on fait de ces récits de ville. Il y a d'abord la production et la transmission de récits mémoriels sur la ville, qui sont d'ailleurs plus ou moins consensuels et fédérateurs. Et à l'élu que vous êtes et au premier adjoint que vous êtes, on a envie de poser des questions sur la part que vous réservez dans le récit sur Paris, au fond, à l'héritage, à cette dimension mémorielle sur laquelle, souvent, les habitants de Paris se retrouvent, même s'il peut y avoir plusieurs récits et discours concurrents. Deuxième entrée thématique, les récits de ville qui sont davantage les témoignages ou les expressions de conflits, de tensions. Et là aussi, la question qu'on peut se poser, on le voit bien à Paris, en particulier dans certaines mobilisations urbaines, il y a différents récits de villes qui rentrent en tension avec le discours dominant, le discours porté par l'équipe municipale ou par d'autres élites politiques, économiques ou administratives. Et quelle part une équipe municipale, en particulier de gauche, réserve à ce récit où l'espace urbain est aussi un lieu de tension, de contradiction. Et puis enfin, la troisième entrée, c'est les récits de ville qui sont davantage le faire-valoir d'enjeux de modernité. On cherche absolument à capter le changement urbain, le changement social, politique et économique, et on le convoque sous le parapluie généreux de la modernité. Et on a l'impression souvent, mais c'est peut-être une vue de l'extérieur, mais moi je suis parisien, je suis habitant du 7e arrondissement, donc je regarde ça aussi. On a l'impression que l'équipe municipale, comme beaucoup d'équipes municipales d'ailleurs en France, ont beaucoup un discours axé très souvent sur ce créneau de la modernité, parfois en oubliant les autres dimensions, en particulier auxquelles je faisais allusion. Donc que ce récit soit produit dans le cadre d'une élection à venir ou en dehors de tout cadre institutionnel, le récit de ville, ça vise à quoi? Ça vise à identifier des repères, d'abord. On a envie de demander, au fond, quels sont les repères principaux du récit de ville dont vous êtes et ceux qui vous entourent, celles et ceux qui vous entourent, quels sont les repères que vous privilégiez? Les récits de ville, c'est aussi des hauts lieux. Est-ce qu'il y a une réflexion thématique sur les hauts lieux autour duquel se structure le changement à Paris? Ce sont des acteurs. Quels sont les acteurs privilégiés? Et puis ce sont également des politiques. Et c'est cet ensemble d'éléments qui déterminent un devenir urbain. Et quels sont ces éléments, au fond, constitutifs de votre récit? On en voit des bribes, mais au fond, on se dit, on n'a pas la cartographie globale. Tous les récits de ville, également, fabriquent certes de l'imaginaire. Et en général, on s'aperçoit qu'il y a un appel de plus en plus insistant à la constitution, pas simplement de récits de ville, mais de récits de métropole. Et ça, c'est une vraie question qu'on peut poser. Au fond, quelle place vous accordez au récit de Paris et comment vous l'envisagez dans une articulation avec le récit du Grand Paris? Parce que là, souvent, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne sont pas en phase, qui ne sont pas pensées, ou qui sont discordantes, ou sur lesquelles on fait l'impasse. Est-ce que ça a encore du sens d'avoir aujourd'hui un seul récit sur Paris? C'est une question, moi je n'ai pas de réponse.
puisque je suis là pour poser des questions. Et donc, au fond, ce que je voudrais savoir, c'est comment cela se passe concrètement à Paris aujourd'hui. 2 ou 3 remarques pour terminer. C'est la ville la plus dense d'Europe, qui ne cesse de se transformer. Les grands chantiers, les nouveaux quartiers, la reconquête des berges de la Seine, la tentative d'implication habitante. On a envie de savoir exactement quelle est la réalité de cette implication habitante. Une maire de Paris qui se réjouit aujourd'hui de du fait qu'en effet Paris perd des habitants. Est-ce qu'on fait un discours? Écoutez, je l'ai entendu, c'était assez clair. Ça s'appelle la dédensification, mais ça se traduit mon avis à moi, concrètement par un indicateur, c'est la perte d'habitants. Est-ce qu'on organise un récit, vous voyez, autour de cela? Paris est une capitale, bien sûr, vous m'excuserez du truisme, à la fois économique, politique et culturelle, qui fait l'objet tout de même, plus que dans d'autres villes, peut-être d'une très forte intensité d'usage et de récits concurrents. Et j'aimerais bien savoir, au fond, quels sont les récits concurrents que vous pouvez identifier, s'il y en a. Et bien sûr, dans un récit urbain, il y a à la fois l'histoire, avec le patrimoine, les repères, les lieux symboliques, puis il y a les enjeux contemporains, parmi lesquels, bien sûr, aujourd'hui, il y a 2 éléments essentiels. La révolution de la mobilité, le passage du tout-voiture à un changement de paradigme, même si beaucoup de Parisiens disent énormément souffrir, mais on a l'impression parfois que c'est plus ceux qui sont à Paris en voiture qu'en souffrent que les Parisiens en tant que tels. Et puis, bien sûr, l'enjeu environnemental. Je lisais, avant de vous rencontrer, cette étude-là de l'APUR qui est parue et sur laquelle il y a des choses extrêmement intéressantes. Ça s'appelle « Paris, les évolutions récentes du paysage urbain », première analyse. Et je veux dire, au fond, quand on a en tête, et ça sera mon dernier mot, ces contraintes, comment rend-on ce récit fait aussi d'ambition, mais de contraintes désirables pour les Parisiens, mais aussi pour ceux qui fréquentent Paris sans être des Parisiens? Voilà. Je vais prendre le micro. Merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup de l'invitation. Merci Pascal pour cette introduction. J'ai préparé évidemment un très long PowerPoint, totalement roboratif. J'ai préparé un PowerPoint totalement roboratif, et donc je ne devais absolument pas l'utiliser, puisque l'introduction que Pascal vient de faire est à mon avis beaucoup plus éclairante sur les sujets que la technicité du PLU, du Manifeste pour la beauté que je présente. Donc, évidemment, tout sera à la disposition des participants. Je prendrai quelques planches peut-être d'illustration. Mais en réalité, Pascal, vous avez donné trop de lignes de force de la réflexion pour que je puisse m'en abstraire, et je les crois tout à fait au cœur des chantiers, des difficultés et des défis. Je ne veux pas avoir la prétention de vous dire que j'ai des réponses pour tout, qu'en tout cas, je crois qu'aucune de ces questions ne nous échappe. Et je vais donc reprendre le plan du professeur Pascal Perrineau pour structurer mon propos. On ne se refait pas. La première, et je l'illustrerai paradoxalement par d'un des derniers sujets que vous avez évoqué et qui est pourtant tout à fait fondamental dans l'histoire de Paris et dans l'histoire urbaine de Paris, qui est celle, peut-on penser une stratégie urbaine ou un récit de la ville parisien hors de la métropole? Non, à l'évidence, et pour la simple raison, c'est que la métropole n'est que l'histoire de l'évolution de Paris. Quelques mots, mais il faut l'avoir en tête parce que c'est structurant sur le plan de l'organisation spatiale et historique de Paris. D'abord, j'y retrouve par affection une résonance extrêmement forte avec l'histoire du pays tout entier, dans lequel une coagulation de mouvements d'accélération de l'histoire, de démonstration par l'empreinte urbaine des puissants de ce monde et des puissants de notre pays ont profondément influé sur Paris, et en quoi nous sommes dans un entre-deux politico- et administrativo-conceptuel sur la question métropolitaine qui est tout à fait central. On n'a pas toutes les réponses, mais je crois que tout est bien posé pour qu'on puisse avancer dans les années qui viennent de façon décisive. Le récit mémoriel, il est fondamental dans l'histoire de Paris. C'est d'abord l'histoire de l'expansion d'une capitale, qui n'est devenue capitale d'ailleurs que tardivement dans son histoire urbaine, mais avec une puissance de développement extraordinairement forte, et avec quelques éléments structurants dont on retrouve aujourd'hui un écho tout à fait contemporain.
D'abord, l'histoire d'une ville qui s'étend par barrières et par frontières. L'île de la Cité, je ne remonte pas à l'époque gallo-romaine, elle est très peu influente sur l'histoire urbaine, si ce n'est son legs à l'histoire et au patrimoine. C'est d'abord l'île de la Cité, c'est les barrières successives, Philippe Auguste, Charles V, elles ont toute leur importance fondamentale dans l'urbanisme de Paris. La barrière des fermiers généraux, la barrière de Thiers, le périphérique, et aujourd'hui, où s'arrête la nouvelle frontière de Paris. Je vous le dis, ma conviction, elle est très ancrée, elle est très profonde, assumée, et j'aurai l'occasion de l'exprimer sans doute dans les années qui viennent. Il n'y a pas d'avenir de Paris sans pensée du Grand Paris, et aucun des outils à la disposition de la ville de Paris ne sont suffisants pour répondre à la complexité du monde. Et je le dis en étant premier adjoint en charge de l'urbanisme, penser l'urbanisme à l'échelle intrapériphérique est pas ridicule, bon, à tout le moins pas à la hauteur de l'enjeu qui se pose à nous. Pourquoi ? Parce que c'est toujours dans l'histoire de l'expansion urbaine, la zone dense qui est le périmètre entre guillemets de cohérence de vie, de bassin d'emploi, d'interpénétration, y compris des liens intercités. Et donc, je suis le premier à dire qu'il ne devrait plus y avoir un PLU de la ville de Paris. Il devrait y avoir un PLU métropolitain. Alors, je dis ça de façon sévère, ce n'est pas tout à fait juste. Il y a le PLU de la ville, parce que c'est une compétence communale ou intercommunale. Il commence à y avoir des PLU intercommunaux. Il y a le SCOT, le schéma de cohérence territoriale métropolitain. Il y a le schéma directeur de la région Île-de-France. Enfin, ça fait au moins beaucoup de schémas et de métaplans pour en assurer la cohérence et je veux dire la puissance d'action au quotidien. Et aujourd'hui, incontestablement, il y a une limite, y compris qui éclaire un débat fondamental, je n'aurai malheureusement pas le temps de le développer en détail, mais qui est celui de la réflexion sur la démographie de Paris. La démographie de Paris est un élément en soi d'étude absolument extraordinaire, pour une raison très simple, c'est que d'abord, il y a eu beaucoup de variations dans l'histoire. Je rappelle que Paris est monté à plus de 3 millions d'habitants à 2 moments historiques, dans les années 20, dans les années 50, avant une décrue principalement due à la résorption de l'habitat insalubre et à la question de l'agrandissement de la taille moyenne des logements, qui sont évidemment les deux éléments principaux d'influence sur le stock de logements, et qu'aujourd'hui on est à peu près stabilisé autour de 2 millions d'habitants. Il y a eu une pointe bas en 1999, c'est remonté avec une pointe haute en 2011, et aujourd'hui nous assistons à une décroissance qui ne m'inquiète pas, même si elle doit susciter de la vigilance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas moins d'habitants à Paris, c'est tout le paradoxe, c'est ce que vous évoquiez de la différence entre le nombre d'habitants et l'intensité d'usage. Aujourd'hui, il y a un concept assez impropre qu'on parle de vacances de logements pour évoquer les logements qui ne sont pas consacrés principalement à la résidence principale. Et derrière ce terme de vacances, on pourrait considérer que les logements sont vides. Malheureusement, ils ne le sont pas. Beaucoup de ces logements sont devenus ces dernières années des meublés touristiques, etc. Bref, on a deux phénomènes qui sont très forts sur Paris et contre lesquels je me mobilise beaucoup. Et puis, moi, très superfétatoire, nous mobilisons beaucoup. Le premier, c'est des facteurs démographiques structurels. C'est les plus impactants sur la durée. C'est la baisse de la natalité, l'augmentation de la durée de vie, qui sont pour une décision qui ne relève pas totalement de nous. Pour la seconde, plutôt une bonne nouvelle qu'il faut applaudir. Et la troisième n'est pas une bonne nouvelle, mais qui sommes-nous pour en juger ? C'est ce qu'on appelle les décohabitations, c'est-à-dire les séparations de ménages, le fait que des gens vivent en situation seule ou monoparentale de façon plus importante qu'avant. Le simple cumul de ces trois facteurs a une conséquence assez simple. Si je voulais viser, comme c'est l'objectif du PLU bioclimatique, une stabilité de la population à horizon 2030, il faudrait produire 8000 logements de plus par an à Paris pour simplement absorber ces trois phénomènes. C'est spectaculaire, spectaculaire. Et évidemment, ça a des conséquences d'ampleur nationale, parce que là où nous ne produisons pas les logements, le stock de logements réduit, le sujet de l'étalement urbain, etc. Et sur les trois facteurs simplement démographiques que j'évoquais. Peut-être pour être sûr de bien comprendre, pour les illustrer, simplement une personne âgée qui vit dans un 3 pièces va l'occuper beaucoup plus longtemps parce qu'elle vit plus longtemps en moyenne. Et donc, au moment de la mutation de la location ou de la propriété du logement, eh bien, on reste plus longtemps à des taux d'occupation faibles, ce qui fait que ça se traduit par un indicateur que je suis comme le lait sur le feu, qui est l'occupation du nombre moyen d'habitants par logement. Et plus ce chiffre chute, et là il chute, plus évidemment la population baisse.
Évidemment, toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire nonobstant les créations nettes de logements que vous pouvez engager. Le deuxième facteur, c'est un cumul de meublés touristiques, principalement, il y a d'autres effets, mais c'est principalement les meublés touristiques et les résidences secondaires, c'est-à-dire que la main invisible du marché faisant de Paris continuellement et de façon renforcée en réalité depuis la crise Covid un endroit d'hyper-attractivité, et Mini in Paris ayant beaucoup contribué à l'attractivité de la ville, mais beaucoup contribué aussi au renchérissement des pieds-à-terre. Il y a en fait une part importante des logements qui sortent du stock des résidences permanentes, détournés à d'autres usages. Ce n'est pas mal, là-dessus, qui suis-je pour en juger. Mais simplement, c'est au détriment de résidents permanents. Donc ce sont des gens qui habitent en province et qui ont un pied-à-terre à Paris. Ce sont des étrangers qui s'achètent un pied-à-terre à Paris. Et la proportion est importante. Comment on fait pour réguler ça? Il y a des exemples dans le monde. Il y a des endroits où c'est interdit. Il n'est pas autorisé d'acheter un bien immobilier quand on n'est pas un résident permanent, avec parfois des préférences nationales, pour reprendre un terme avec tous les dangers qu'il contient. Évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas possible et pas souhaitable. Le deuxième, c'est l'arme de la fiscalité. C'est-à-dire, en gros, vous créez une désincitation à l'investissement en augmentant la fiscalité sur ce type de comportement. C'est microscopique en France, puisque la seule chose qui désincite à la fiscalité à l'habitat de ce type-là, c'est taxe d'habitation majorée qui est devenue la taxe des logements vacants, taxe des résidences secondaires. C'est une majoration de 60% de la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, elle était très faible à Paris. Même majorée, elle reste extrêmement faible. Et au regard des prix de l'immobilier à Paris, c'est microscopique. Donc ça n'a pas d'effet désincitatif. Et c'est un sujet sur lequel, évidemment, nous mobilisons. Donc ce récit, pour reprendre ce premier point, ce récit mémoriel, il est fondamental et je suis convaincu, pour finir ce point, on y reviendra si vous le souhaitez dans les questions, je suis convaincu que notamment lors des prochaines échéances électorales, il y a de la place pour construire non pas un récit municipal mais un récit métropolitain. D'habitude, une campagne municipale, ça consiste à dire que moi, candidat à la mairie de telle ville, je vais faire mieux que mes voisins, entre guillemets. Je vais proposer quelque chose de plus intéressant que mes voisins, plus de piscines, plus de culture, plus de jeunesse, plus de sécurité, plus de police, plus de propreté, etc. Aujourd'hui, il faudra sans doute une part de ce récit-là. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je pense que nous devons répondre à l'échelle de la métropole du Grand Paris à quelques grandes questions fondamentales de notre vie collective en matière, y compris de compétences qui ne relèvent pour beaucoup ni tout à fait de la ville, ni tout à fait de la métropole du Grand Paris à l'heure actuelle, en état du droit actuel. La question du logement, la question du parcours résidentiel sous-jacent, la question de la cohérence entre les bassins d'emploi et les bassins de vie. Parce qu'on a une métropole extrêmement attractive, mais enfin, elle reste monocentrique dans les faits, notamment aggravée par la crise Covid d'hyper-attractivité de l'hypercentre de Paris, et même une zone comme la Défense, qui a été pendant longtemps un relais de croissance extrêmement fort, est en pleine crise aujourd'hui. Et je vois moi, la pression phénoménale qui s'exerce en faveur d'un investissement tertiaire dans le cœur de Paris, à tel point que nous avons prévu au PLU bioclimatique, dont je le dis, je n'aurai pas l'occasion de le détailler, c'est un PLU révolutionnaire au sens étymologique du mot. Nous changeons vraiment d'air en matière de stratégie urbaine, qui m'amène au deuxième sujet, qui est celui des récits des contradictions. La plus grande des contradictions, et je l'assume totalement, et l'objectif est de la résoudre et pas d'en faire simplement le constat amer, c'est que nous portons des récits contradictoires. Il y a le récit de l'attractivité et de la croissance économique, d'une certaine manière. Paris, c'est 10% du PIB national, c'est la locomotive de l'économie française, à tout point de vue. S'y renforcent des pôles de croissance, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défaut. Moi, je dis toujours, sur les 40 dernières années, la région Île-de-France, elle a détruit autant d'emplois que la région des Hauts-de-France, en net. Mais par contre, elle en a créé beaucoup plus à côté, dans des relais de croissance sur des nouveaux secteurs. Et donc, l'Île-de-France, ce n'est pas une terre miraculeuse qui échappe aux vicissitudes du monde, simplement par un écosystème extrêmement riche de capillarité entre l'enseignement supérieur, les centres de recherche, les grandes implantations tertiaires, etc. Elle a su se développer dans les segments de croissance. Donc c'est le récit de l'attractivité. C'est la ville, Paris, ville-monde. C'est Saskia Sassen, c'est l'économie de la connaissance, etc., dont je redis l'apport théorique tout à fait fondamental, si ce n'est qu'il a le défaut de ne pas nourrir un peuple, pour le dire comme je le pense. Il ne donne pas du travail à tout le monde, ce modèle. Le deuxième récit, c'est celui de la qualité de vie, du vivre ensemble, pour
pour reprendre un terme un peu galvaudé, mais qui garde son sens premier. Comment on arrive à faire de ces écosystèmes des systèmes agréables à vivre, avec de la mixité sociale, avec des équilibres. Tout ça repose sur l'idée que les politiques publiques sont capables de créer soit des amortisseurs aux logiques pures de marché, soit même sont capables de créer des sphères de protection par rapport à la logique de marché. Je l'assume totalement. Si vous laissez faire le marché, et je suis le premier à reconnaître qu'il a dans bien des domaines des vertus, en revanche, il y a des moments où la machine s'affole et les effets d'éviction, les effets ségrégationnistes sont extrêmement puissants. Le meilleur exemple en cela, c'est le logement. Moi, j'ai un petit différend en ce moment avec le MEDEF. Ça me rassure plutôt, vu d'où je viens, même si je m'entends très bien avec eux. Ils me disent, il faut arrêter avec votre doctrine du logement social, parce que nous, ce qu'on veut, c'est que vous construisiez des logements normaux, entre guillemets, pour nos salariés. Mais où ont-ils vu qu'un salarié normal d'une entreprise de Paris ou d'Île-de-France est capable de se loger dans le parc privé à Paris? C'est faux. C'est faux. Pour avoir accès, je ne parle même pas de l'accession à la propriété. En location à Paris, outre qu'il faut un bilan sanguin, un bilan urinaire et 74 cautions, ça concerne un segment des 3 déciles supérieurs de rémunération. Ce ne sont pas les salariés des entreprises de France. Ce ne sont pas les entreprises qui font fonctionner l'activité économique du quotidien à Paris. À Paris, il y a plein de riches. C'est très bien. Je suis le premier défenseur parce que c'est une alchimie de l'écosystème parisien auquel je suis très attaché. Et je le redis, le maire de Paris, il est le maire de tous les Parisiens. Et en particulier du 7e, j'ai une affection immense pour la maire du 7e. Il se trouve que ce n'est pas toujours réciproque, mais je comble son manque d'amour par le trop d'amour que j'ai pour elle. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il se trompe d'argumentation. Même le logement social à Paris est très cher. Le logement social à Paris, il est plus cher qu'un pavillon à 60 km, en accession à la propriété quasiment. Il faut comprendre les déséquilibres spectaculaires dans la logique de marché qui se sont engagés. Et donc la puissance publique, dans ce domaine, mais dans tant d'autres, dans l'économie sociale et solidaire, dans le commerce de proximité. Je rappelle que si on aime tous les commerces de proximité, simplement si les gens n'y achètent pas de la viande et du pain, ils ne vivront pas longtemps. Et deuxièmement, si on laisse faire la logique de marché, eh bien, ils n'y arrivent pas. Les premiers qui ont été touchés, ce sont historiquement les enseignes commerçantes qui sont à faible marge, ce qui fait que dès qu'il y a un effet inflationniste sur l'immobilier, ils sont en éviction. C'était les libraires, d'où l'action menée dans les années 2000 par Bertrand Delanoë, en particulier auprès des libraires. Et ça n'a pas été parfait, mais c'est quand même spectaculaire et unique au monde, le maintien de densité de librairies à Paris. Dans l'exemple de l'économie sociale et solidaire, ce sont aussi des activités nouvelles, des activités soit en preuve de concept, certaines pas rentables, hors marché, qui ne peuvent pas vivre si on n'agit pas pour les accompagner. Le troisième récit, qui est contradictoire avec les 2 premiers, et je resterai à ça, même s'il y en a sans doute d'autres que j'ai en tête, mais je n'ai pas le temps de les développer, c'est le récit de la soutenabilité environnementale. Ou pour reprendre cette contradiction du concept de croissance verte, qui mériterait quand même quelques débats d'économistes, comment est-il possible de faire la démonstration qu'on peut promouvoir à la fois une politique de ville-monde hyper attractive en croissance économique, si possible, y compris pour la personne de gauche que je suis, à vocation redistributive? Est-ce que c'est compatible avec un chemin de soutenabilité et de responsabilité environnementale? C'est à ces questions fondamentales que le PLU bioclimatique doit répondre. C'est-à-dire, c'est un outil performatif, normatif, qui doit permettre de faire la démonstration qu'une partie des chemins est possible grâce à cela. Et ça passe évidemment par quelques éléments tout à fait essentiels de changement de paradigme. Vous les connaissez, on les assume très fortement, et puis Anne en particulier, et moi plus modestement à ses côtés. Vous évoquiez le changement de paradigme sur les mobilités. Il a été engagé en réalité il y a longtemps. Déjà, Jacques Chirac avait commencé à faire des choses. Bertrand Delanoë les a accélérés autour de quelques objets totémiques qui étaient les siens à l'époque. Les voies de bus, c'est beaucoup sous Bertrand Delanoë. La question du Vélib, qui était un élément totémique de ce système de l'économie du partage versus l'économie de la propriété, c'est-à-dire un élément, ce qu'on appelle la philosophie des communs, ou pour reprendre une terminologie plus latourienne, on va dire, la question du partage plus que de la propriété,
et la question de l'usage et son lien avec la sobriété. Et donc, nous travaillons sur la mise en cohérence de ces éléments de contradiction, puisque je suis certain que nous savons résoudre cette aporie. Je n'en suis pas sûr. Mais en tout cas, on y œuvre à travers plusieurs outils structurants pour l'avenir. Le PLU bioclimatique en est un, le plan climat en est un autre, et nous avons engagé ce travail autour de cela. Ce qui me permet de dire un dernier mot sur un sujet tout à fait fondamental, parce que c'est celui auquel la ville de Paris est confrontée. Nous n'ignorons rien des débats sur est-ce qu'Anne Hidalgo, elle est vraiment participative ou pas, est-ce qu'elle écoute ou pas. La réponse est oui, après elle décide souvent. Se pose la question d'une nouvelle gouvernance. Je crois que c'est valable pour les villes, mais je crois que c'est peut-être même plus valable et plus urgent pour les États. De la question de la crise démocratique, de la crise de légitimité, de la prise de décision. On est dans un contexte qui est un peu particulier. Je suis vraiment désolé de le résumer de façon aussi caricaturale, mais pour bien expliquer le sens de ma réflexion sur ce point. Nous avions pendant longtemps de grandes idéologies qui structuraient la relation au monde, avec des différences quand même très significatives, mais enfin s'organiser un cadre de pensée structurant. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Je crois qu'il n'est pas très original de ma part de le dire. Et on observe d'une certaine manière des formes d'engagement, des formes de préoccupation, des formes d'investissement des citoyens sur des causes très diverses, très variées, qui peuvent parfois coaguler dans des mouvements de colère, qui me semblent assez moins facilement coaguler dans des moments de récit et de construction d'un projet politique commun. Et c'est là qu'intervient, à mon avis, le sujet de la démocratie participative et de son articulation avec la démocratie représentative. Et c'est valable en particulier en matière de PLU. Est-ce que le PLU bioclimatique sera mon PLU ? La réponse est non. D'abord parce que je n'en ai pas les compétences, et deuxièmement parce que je ne décide pas seul. C'est un long processus de maturation politique qui engage une vision politique, qui engage des débats démocratiques avec les citoyens, dans lequel il y a des grands sujets. Il y a ceux qui veulent... Tout le monde veut un peu de tout. Et il y a au moins un petit bout de convergence là-dessus. Mais il y a ceux qui priorisent sur la question environnementale. Il y a ceux qui priorisent sur la question sociale, sur la question notamment du logement. Enfin, la pensée qui consiste à dire je veux faire des espaces verts, des logements, mais pas trop, et pas par le privé parce que c'est méchant, obère un tout petit peu la capacité d'action quand on a la charge de la mettre en œuvre, en réalité. Et donc, on essaye de trouver ce chemin de synthèse sur la question de l'urgence sociale, sur la question de l'urgence écologique et sur la question de la construction d'un nouveau modèle économique, pas un modèle économique de rupture, mais un modèle économique qui soit plus et mieux articulé avec les deux premiers éléments que j'évoquais. À mon sens, le bon niveau de réponse est à la fois du côté de la métropole. Je peux pas plein d'exemples dans le diaporama pour expliquer cela. Deuxièmement, il est aussi dans les mains du législateur, et je continue à penser que mon pays souffre d'un jacobinisme extrêmement fort et que ça n'a pas que les inconvénients du centralisme. Moi, j'ai une tendance girondine à assumer. C'est le rôle aussi de l'État de fixer des orientations et ensuite au territoire d'en appliquer les ajustements nécessaires aux réalités locales. Mais c'est surtout un problème de réactivité. La ville a été confrontée depuis une dizaine... Les villes dans le monde ont été confrontées au cours des 10 dernières années à 4 vagues de disruption majeures. Plein d'autres, mais enfin 4 vagues qui ont été visibles, médiatisées, structurantes, avec de la conflictualité très forte. Les VTC, les meublés touristiques, les trottinettes comme l'un des exemples de la révolution des mobilités et du partage des mobilités en libre service, et les dark stores, fassent émerger d'un nouveau phénomène qui est celui de la disruption du commerce de proximité. Le point commun à tout ça, et c'est vraiment un défaut de notre pays par rapport à d'autres modes de gouvernance ailleurs dans le monde, je pense en particulier aux États-Unis, à l'Espagne, à l'Angleterre, à l'Allemagne,
c'est que dans notre pays, il nous faut 1 an pour comprendre un problème. Ensuite, il faut 1 an pour se dire qu'il faut faire une loi. Ensuite, il faut 1 an pour faire la loi. Il faut 1 an pour faire les textes d'application. C'est-à-dire qu'entre le moment où un problème arrive et au moment où on le résoudre, dans quasiment tous les cas, le marché a fait beaucoup plus le tri que la puissance publique. Et ce n'est pas normal. Et ce n'est pas une fatalité. Dans beaucoup de pays, ce sont les pouvoirs locaux, les gouvernements locaux, qui ont la main là-dessus. Je donne un exemple parmi tant d'autres. Airbnb, c'est né à San Francisco. Quand San Francisco a observé les dérives d'Airbnb, ils ont intégralement interdit Airbnb pendant 1 an à San Francisco, alors que c'est la maison mère de Airbnb. Et je peux vous assurer que ça a aidé Airbnb à revenir à la table des négociations. Nous, il a fallu 10 ans de combats acharnés pour plafonner le nombre de nuitées, pour fiscaliser, et c'est toujours pas le cas dans bien des domaines. Et tous les lobbies s'insinuent partout. Vous avez vu qu'il est interdit de louer des passoires thermiques pour les logements. Ils ont juste oublié de l'interdire pour les meublés touristiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de louer un appartement. Et donc c'est un effet pour nous extrêmement inquiétant de basculement en plus du phénomène que j'évoquais, de perte de logement dans le stock au profit d'autres activités. Et donc il est vraiment urgent qu'il y ait une réforme du mode de gouvernance du pays sur ces aspects-là. Les changements du monde sont tels qu'il faut que les pouvoirs du public se donnent un petit peu d'agilité pour agir. Et puis après on dit oui, mais c'est pas un maire de décider, etc. On peut considérer que le maire est une émanation des groupes démocratiques, c'est que les citoyens n'en sont pas contents, ils en changent. Voilà. Mais en tout cas, en termes de réactivité, on serait beaucoup plus efficace. Je suis très confiant, et je finis par là, pour l'avenir. D'abord parce que la métropolisation du monde est incontestablement une chance pour l'humanité. D'abord, c'est un phénomène qui s'est installé de façon exponentielle, qui soulève des défis absolument immenses de soutenabilité. L'empreinte carbone d'un urbain est bien inférieure à celle d'un non-urbain, auquel je rajoute un petit bémol d'illustration qui suffit généralement à démontrer l'attention que nous devons porter à ça, y compris renvoyant à des débats gilets jaunes. Vous pouvez être vegan, rouler en vélo et en métro exclusivement, être respectueux, trier vos biodéchets, etc. Vous faites un aller-retour Paris-New York ou Paris-Marrakech en avion par an, vous avez le bilan carbone d'une famille de province qui a une vieille 2 chevaux. Donc il faut prendre conscience, les urbains, que le bilan carbone individuel que nous avons, il est bon, mais que c'est difficile d'imposer à des gens qui ne bénéficient pas des aménités positives de la ville et qui n'ont pas la capacité de voyager dans le monde, qu'il est difficile de leur demander de changer leur vieille voiture quand nous nous autorisons à faire. Il ne faut pas le faire, mais je dis c'est dans la prise de conscience et dans la responsabilité individuelle de l'empreinte que nous générons un élément incontestablement à prendre en compte. L'image de la ville, et en particulier de Paris, a toujours été faite de moments d'amour infini et de moments de répulsion infinie. Paris a toujours été une ville dense, elle a toujours été une ville plutôt sale, disons-le. Je ne dis pas ça du tout pour m'en exonérer de la responsabilité, c'est notre boulot et on ne le fait pas bien et on le fera mieux. Enfin, en tout cas, on essaie. Mais c'est une ville de par sa densité d'usage, par sa promiscuité, par sa densité urbaine, qui rend plus complexe à nettoyer que, par exemple, des grandes villes américaines où personne n'est dans les rues parce que tout le monde se déplace en voiture, etc. C'est une formidable chance pour notre pays. C'est un patrimoine exceptionnel et je suis, vous le savez, enfin vous ne savez pas, mais vous l'avez évoqué, extrêmement soucieux de son patrimoine, de son esthétique, parce que c'est un élément de pont dans ce que vous évoquiez, Pascal, le récit entre l'héritage, le patrimoine et l'avenir, dont nous sommes de très modestes passeurs. Eh bien, je crois vraiment que nous avons à Paris, et je l'étends, nous avons dans le Grand Paris, et les JO permettront sans doute d'être un accélérateur de cet enjeu, sans doute la métropole au monde la mieux positionnée pour concilier cette attractivité, cette ambition d'être une capitale culturelle, politique et économique, et de l'inscrire dans un chemin de soutenabilité environnementale et de neutralité carbone 2050, puisque c'est l'objectif chiffré que nous nous sommes fixés en accord avec les accords de Paris. Voilà pour mon propos introductif. J'aurais pu en parler beaucoup plus longtemps. Merci beaucoup. Alors, je crois que vous allez être obligé de partir bientôt. Donc nous avons 10 minutes, un quart d'heure de questions. Monsieur.
Si vous avez la gentillesse de... Voilà. Mes petites questions rapides qui sont très basiques, mais on se les pose tous. Montée en puissance de la police municipale. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça va se faire? Est-ce que vous êtes satisfait de la montée en puissance? Parce que si on veut réguler la circulation, notamment des trottinettes, j'imagine qu'il faut aussi un peu de police municipale. Votre point de vue sur le sujet du moment, l'élection directe de la ou du maire, est-ce que vous êtes favorable, pas favorable, neutre? Les effectifs de la ville, vous êtes à l'aise avec ces effectifs? On parle de plus de 50 000. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'il faut réduire, augmenter? Bon, et puis après, il y avait le bilan Vélib, et puis les couloirs pour les VTC. Bon, ça, c'est Une question. Voilà, j'ai fini. Et merci, monsieur le maire. À bientôt. Vous êtes pour les couloirs pour les VTC? Oui, ça éventuellement, monsieur. C'est pas ma première question. On pose plusieurs questions, puis vous répondez. Bonjour, je suis une vieille habitante de la ville de Paris puisque j'y suis née. Moi, j'ai sur question. Vous n'avez pas parlé de l'endettement de la ville de Paris sur quelques 8 milliards et l'augmentation de la taxe foncière qui en découle. Vous avez un tout petit peu évoqué la propreté. Moi, je dirais l'état des poubelles Vigipirate est quelque chose de scandaleux. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un couple poubelles recyclables, non recyclables, comme ça existe dans plein d'endroits? L'état des trottoirs, je ne vous dis pas, il y a des trous, des fentes, des crevasses, où sont ravis d'aller se loger les mégots. Je ne parle pas des pieds d'arbres qui sont autrefois avec des grilles qui ont été pour partie enlevées. Alors, il y a des pieds d'arbres, des ronds, des carrés, des hexagonaux, avec des grilles, sans grilles, avec des rebords, sans rebords, égalisés avec un sol et d'autres en grand désordre. Je ne parlerai pas des vélos et des trottinettes, voire des motos qui ne respectent pas les feux rouges et qui, quand on leur dit « vous ne respectez pas le feu rouge », vous disent « va te faire cuire, madame, va te faire cuire un œuf, madame », ce qui est parfaitement agréable. Donc les incivilités ne respectent pas non plus les sens interdits et vous injurient. Bon, je voudrais savoir d'ailleurs le nombre d'accidents que provoquent les trottinettes et les vélos sans casque. Je crois que j'ai fini. Ah oui, si. Oui, si. Votre avis sur la loi sur l'isolation thermique des logements dont vous avez évoqué, qui fait que l'étude de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la ville de Paris démontre les conséquences que ça peut avoir sur notamment les locations. Merci beaucoup. La gentillesse de poser une question, parce que sinon, ça va être des... Voilà, monsieur, et ensuite... Oui. Alors moi, j'ai une question, mais d'abord une remarque. Sur la notion de récit d'une ville, il y a eu un livre il y a à peu près 4-5 ans maintenant de Christian Boltanski sur la création de richesse grâce à la notion de récit qui ne s'appliquait pas à Paris, puisque Paris, bien sûr, est Paris, mais qui s'appliquait à d'autres villes. Il avait cité le cas de Bilbao et je pense que votre propos, monsieur le président des anciens élèves, dont je fais partie, et j'incite tous les gens qui s'intéressent au sujet à lire le livre de Boltanski. C'est fait 700 pages, c'est un peu difficile par moment, mais c'est remarquable sur l'importance du récit pour l'enrichissement, pour la création de valeur d'une ville. Bon, ça c'était ma remarque. Sur le point que vient d'évoquer Madame derrière, j'ai vécu très longtemps aux États-Unis. Ma question était la suivante, je connais en particulier très bien San Francisco pour y avoir vécu. À San Francisco, la taxe foncière, c'est 1% de la valeur des biens. Quand on a un appartement d'1 million de dollars, disons 1 million d'euros, c'est-à-dire à peu près 50 mètres carrés quand il n'est pas trop mal situé, on paye 1%, c'est-à-dire qu'on paye 10 000 euros de taxes foncières par an. Ma question à vous, monsieur le maire, c'est de dire à quel niveau de taxes foncières devrions-nous nous situer à Paris? Alors je sais que là je parle de taxation, c'est pas la mode, mais à quel niveau de taxes foncières devrions-nous nous situer à Paris pour que la ville soit propre? Point barre. Monsieur. Oui, je crois qu'il est éteint. Allez-y. C'est bon? Une question. Oui, alors une question peut-être pour revenir plus précisément sur votre réflexion et sur tout ce qui est question d'urbanisme et pour pas tomber dans une réunion publique du 7e arrondissement. Une vraie question sur...
Une vraie question sur la transformation des bureaux en logements. Est-ce que ça devrait être intégré dans le PLU bioclimatique? Est-ce que vous pensez que ça peut être une alternative aussi aujourd'hui au manque de logements qu'il peut y avoir dans Paris? Monsieur, et une dernière question là. Bonsoir à tous. Alors, même philosophie dans la question. Déjà, je voulais faire juste une remarque. Moi, je trouve que Paris n'est pas si sale que ça quand on regarde d'autres villes. Donc, j'ai l'impression qu'on ne vit pas forcément au même endroit. Mais peu importe. Ma question concerne surtout les aménagements cyclables. Il y a énormément de conflits aujourd'hui. Et toutes les grandes villes qui arrivent à gérer ces aménagements cyclables et à gérer ces conflits ont des aménagements qui sont beaucoup plus poussés. À savoir des aménagements qui ne sont pas temporaires, des voies qui sont larges, qui sanctionnent fortement les véhicules quand ils sont garés sur les voies cyclables. Parce que oui, c'est un vrai problème quand on fait du vélo, qui ont des séparateurs physiques. On a aussi d'autres problèmes, à savoir les emplacements. Une voiture, ça prend, je ne sais pas combien de mètres carrés, mais on peut mettre, je ne sais pas, une vingtaine ou une trentaine de vélos à l'emplacement d'une voiture. Comment ça se fait qu'à Paris aujourd'hui, on ait encore du mal à se stationner, à mettre son vélo dans un endroit qui est fait pour se garer en vélo et qui soit évidemment sécurisé? Je prends une dernière question ici. Voilà. Oui, moi j'aurais une question sur la place de l'industrie du luxe à Paris, enfin de l'industrie ou plutôt de l'immobilier du luxe à Paris et de la transformation du centre de Paris en ce qu'on appelait le quadrilatère du luxe. Et par rapport au récit que vous faisiez très exact d'ailleurs sur le plan de l'extension historique de Paris, en partant de l'hypercentre. Donc, en tant qu'édile de Poix dans l'exécutif municipal, est-ce que vous ne pensez pas qu'il aurait mieux valu contrôler un peu mieux l'extension des grandes enseignes de luxe et de l'hôtellerie de luxe dans le centre de Paris, d'une part, et d'autre part, quels sont les moyens que vous préconiseriez pour tenter de juguler cette croissance? Merci beaucoup. Je vais commencer par le dernier. Pourquoi est-ce qu'on aurait dû juguler? La réponse est oui. Est-ce qu'on peut? La réponse est non. C'est interdit. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Il est interdit. C'est la liberté du commerce. Elle n'est contournable que par des mécanismes un peu hasardeux sur le plan juridique. Sont solides les schémas de destination et de sous-destination au regard du code de l'urbanisme. Nous les avons tous mobilisés à plein. Deuxièmement, nous allons les renforcer dans le futur PLU bioclimatique, avec une petite inquiétude sur les retours que j'ai sur le projet de décret de la DHUP concernant le régime des sous-destinations. Le Conseil d'État, de façon très zélée, mais par définition, il a raison, a fait un retour disant oui, vous êtes bien gentil avec votre texte. Pas nous qui dit ça, hein, c'est au gouvernement, puisque c'est un décret national, un décret évidemment du gouvernement, en disant vous êtes bien gentil, mais ce que vous dites n'est pas dans le code de l'urbanisme, et donc que le législateur fasse son boulot avant que vous me soumettiez des textes qui ne sont pas conformes. Je suis inquiet sur l'allurisation, pour le dire différemment et pour les spécialistes, du décret sur les destinations sous-destinations. Compris que le gouvernement allait se le garder sous le coude, et ça me paraît extrêmement sain. Et donc, on va voir comment modifier la loi pour le toiletter. Et donc, comment on lutte contre ça? On a mobilisé des outils. Hein, là aussi, c'est une logique d'échapper à la logique de marché. C'est une forme de logement social pour le commerce. C'est notre préemption des fonds, d'abord des locaux commerciaux. Et désormais, nous avons créé un outil pour les fonds de commerce. Donc, dans lequel en fait on se substitue au marché, on rachète un local. C'est comme ça qu'on a gardé les librairies à Paris. Nous leur louons les locaux pas cher, parce que s'ils devaient payer le loyer de marché, ils ne pourraient pas, ils seraient morts. Et tout aurait été remplacé. Et donc on joue sur les destinations, on joue sur la préemption. Je le redis, il faut aussi jouer sur l'habitation, il faut maintenir des habitants. Et l'un des quartiers les plus spectaculairement touchés par ces phénomènes, c'est évidemment Paris-Centre. Paris-Centre a été soumis à un truc, notamment une bataille que moi j'ai menée personnellement jusqu'à, heureusement, la gagner. C'est que nous n'avions pas moyen de bloquer la transformation d'un commerce en meublé touristique. C'était aberrant. On leur disait, mais vous ne pouvez pas laisser faire ça. À Paris-Centre, on a jusqu'à un quart des commerces qui ont été des meublés touristiques par changement de destination, sans déclaration préalable et sans possibilité de faire des infractions à la destination a posteriori. Et donc, on travaille beaucoup. Le vélo, vous avez raison, on fait beaucoup de vélos, c'est génial. Il faut plus de stationnement. On essaie. On essaie de trouver des espaces et c'est bien évidemment prévu de le renforcer. Les JO vont d'ailleurs le permettre, hein, dans un effort conjoint entre l'État et la ville. On a besoin de développer les infrastructures, on a besoin de développer les stations. Et je redis, parce que c'est parfois, on l'entend, mais c'est pas grave, chacun dit ce qu'il souhaite, mais
J'aime beaucoup les reportages à la télé, en particulier sur CNews, qui aime beaucoup ce sujet, qui montre les pistes cyclables parisiennes sans cyclistes. Je leur rappelle que quand on ne fait pas de route, il n'y a pas de voiture. Ben, c'est pareil pour les vélos, quand on ne fait pas de pistes cyclables, il n'y a pas de vélo. Et donc la question du développement des infrastructures, et je crois que la preuve de concept à Paris, elle est spectaculaire. Le monde entier vient la regarder, et ça sera un acquis. Et les Jeux Olympiques l'accéléreront. Et moi, je ne suis pas du tout contre la voiture. Le principe, la ligne directrice, c'est de dire ne doivent utiliser prioritairement et peut-être un jour exclusivement que ceux qui n'ont pas le choix. Les personnes à mobilité réduite, les activités économiques, de logistique, etc. Je le dis, c'est attentatoire à la liberté, évidemment, et y compris à la dimension très symbolique qu'a eu la voiture pendant bien longtemps dans l'imaginaire collectif. Mais comme le disait Rousseau, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite étant une liberté, eh bien, je crois que l'intérêt général plaide pour que nous le fassions et que nous le fassions vite. Rénovation thermique, madame, vous avez tout à fait raison, c'est un enjeu majeur. Il y a un enjeu de complexité parce que on doit aller très vite. C'est fondamental dans le bilan carbone, dans l'empreinte carbone de la ville, les passoires thermiques, etc. Il y a à la fois un sujet juridique complexe qui est celui de la gestion des copropriétés et comment convaincre une copropriété. Et tous ceux qui ont le plaisir de participer à une AG de copropriété savent que c'est la chose la plus terrible au monde. Et donc, ça ne va pas assez vite et il faut qu'on essaye un peu de mettre de la fluidité. Ce n'est pas nous, hein. Là, pour le coup, c'est de la réglementation ou du législatif national. Deuxième sujet, c'est l'expertise. Nous, on a créé l'Agence parisienne du climat. Vous êtes une copropriété, vous allez voir l'Agence parisienne du climat. Elle vous explique toutes les aides disponibles. Elle vous fait le tri dans tout. Elle vous fait le tri, elle vous fait un accompagnement. Enfin, elle ne vous paye pas la facture finale. Il y a aussi des aides pour les travaux eux-mêmes et nous allons annoncer des renforcements. Et au PLU bioclimatique, nous mettrons des leviers extrêmement puissants d'incitation à la rénovation thermique avec un bonus économique pour les copropriétés destiné à financer une partie de la réflexion. Le pied d'arbre, c'est le combat de ma vie, madame. Voilà, je ne peux pas vous dire que c'est la chose la mieux faite à la ville de Paris. J'en ai conscience. Je vais essayer de régler ça. C'est parti d'une bonne intention pourtant au départ. C'était de végétaliser les pieds d'arbres, y compris en partant de cette encore meilleure intention de se dire que les Parisiens allaient le faire eux-mêmes avec les permis de végétaliser. Je ne sais pas qui a eu cette idée, mais ça n'a pas été très concluant, ou pas partout en tout cas. La deuxième, c'est les grilles. Désolé de rappeler que tous les week-ends, la préfecture de police nous demande de les retirer sur à peu près un tiers de Paris. Désolé, c'est bête, mais c'est comme ça. Pour les manifestations, hein, c'est une conséquence des gilets jaunes. Et donc... Bon, pas partout, madame, pas partout. Enfin, moi, je vous donne des éléments d'explication et après, chacun en fait ce qu'il souhaite. La propreté, on fera mieux. La taxe foncière, donc je sais à la fois madame, monsieur, la taxe foncière à Paris est l'une des plus basses de France. Elle est historiquement ridiculement basse. Pour la simple raison, c'est que Paris avait d'autres relais de croissance en matière de recettes de fiscalité. Puis pendant trop longtemps, d'ailleurs, pas beaucoup de dépenses à engager. La taxe foncière, elle passe de 13,5 à 20,5 cette année, puisque vous l'avez vu, nous l'avons annoncé, ce qui, après cette augmentation très spectaculaire, j'en ai conscience, la maintient tout en bas de toutes les grandes villes de France. Je rappelle que, compris, allez, je fais un peu de politique quand même, c'est mon rôle, ministre Béchu, qui me dit, oulala, la honte, vous passez la taxe foncière à 20,5, elle est à près de 60 à Angers. Ça ne rend pas notre augmentation légitime, mais enfin, ça le disqualifie pour en faire un commentaire. Et donc, la taxe foncière, nous avons souhaité l'augmenter pour deux raisons assez simples. D'abord, parce que nous considérons que l'État nous traite mal. Je dis l'État, et je vais vous le dire de façon très claire, ce n'est pas l'État actuel. François Hollande, et j'ai travaillé pour ses gouvernements, faisait pareil, maltraitait financièrement la ville de Paris. Et pour une raison très simple, c'est qu'il considérait que nous sommes une ville très riche, ce qui n'est pas faux sur le plan des indicateurs macroéconomiques, et il considérait que la taxe foncière était très basse. Et donc c'était quand même le comble. C'est Paris qui est la ville qui bénéficie en France de la plus grande densité de services publics, qu'ils soient municipaux ou nationaux, et qui paye la taxe foncière la plus basse de France. Et donc en gros, il ne le disait pas comme ça, mais c'était mais on va vous prendre des sous, on va vous baisser vos dotations et vous allez augmenter la taxe foncière comme tout le monde. Ah, c'est ça le raisonnement sous-jacent. Vous vous doutez bien que je ne le résumerai pas comme ça à l'extérieur, mais c'est exactement ça la réalité. La réalité, c'est que Paris bénéficiait d'une forme d'atypie que nous avons souhaité. Et pourquoi on l'a fait? Pas pour le plaisir d'augmenter les impôts,
mais parce que ça dégage des moyens financiers dont nous estimons avoir besoin pour la stratégie d'investissement, parce que quand on augmente les impôts, on augmente les recettes, on augmente l'autofinancement, et donc dans la stratégie d'investissement, on soulage le recours à la dette pour financer les investissements. La dette, elle est aucunement problématique à la ville de Paris. Chacun, après, se fait une conviction en conscience. La dette de la ville de Paris, elle n'est pas tout à fait de 8 milliards d'euros, mais ce qui est très bien, parce qu'il faudra le rappeler à la maire du 7e qui dit toujours 10 milliards, 10 milliards. Donc, la dette de la ville de Paris, elle est de pas 8 milliards. Elle sera peut-être de 8 milliards d'ici la fin de la mandature. Et en l'occurrence, on ne sait pas exactement, parce que ça dépend de la fluctuation des recettes, des dépenses, etc., et de la conjoncture économique. Et elle est dans des ratios financiers qui sont extrêmement rassurants. Autre fake news que je débunk, mais je passe ma vie à ça, mais vous comprenez bien que c'est plus difficile de se défendre que d'attaquer. On compare souvent le niveau de dette par habitant de la ville de Paris avec d'autres collectivités. Ce ratio-là, il est particulièrement rassurant et vraiment très bas à Paris. Alors pourquoi des journaux disent l'inverse? Parce que les journaux font une erreur méthodologique que nous leur avons soulignée plusieurs fois. Certains l'ont corrigée, ne la font plus, mais d'autres continuent à la faire. Ils comparent la dette de la ville de Paris à la dette d'autres communes, c'est-à-dire Marseille, Lyon, Le Havre, Perpignan, etc. Ils oublient juste méthodologiquement quelque chose de fondamental. C'est que la ville de Paris est à la fois une commune, une intercommunalité et un département. Or, quelles sont les collectivités qui ont beaucoup augmenté la dette? Pas les communes, les intercommunalités et les départements. Et donc, facialement, on se retrouve avec des ratios qui sont présentés de façon extrêmement dégradée. Là où, quand on retraite... Alors, logique politique qui dit oui, mais ce n'est pas les mêmes décideurs. Mais d'accord, mais enfin, c'est la même dette par habitant et au moins calculons sur des bases comparables. Donc, je vous rassure, la ville de Paris, elle va, petit scoop, dégager 600 millions d'euros à peu près, peut-être 550, on est en train de calculer ça à la virgule, parce que ça dépend des droits de mutation sur la fin de l'exercice 2022. Sur l'exercice 22, qui était pourtant un exercice compliqué, et nous avons voté un budget à 876 millions d'euros d'excédent budgétaire sur la section de fonctionnement. Et pour ceux vraiment qui ne nous font pas confiance, et il y en a rarement, il y en a. Les collectivités territoriales ont une loi, ce qu'on appelle la règle d'or en matière budgétaire, qui est extrêmement rassurante. Elles n'ont, pas le droit de voter des budgets en déficit. 2, elles doivent même générer des excédents budgétaires qui couvrent l'amortissement de l'emprunt. Ou, pour le dire autrement, vous devez avoir des recettes supérieures à vos dépenses permettant de couvrir les amortissements, pas le remboursement en capital, mais les amortissements des intérêts d'emprunt. Et troisième règle, qui est encore plus rassurante, c'est que les collectivités n'ont pas le droit, contrairement à l'État, de financer du fonctionnement par de la dette. Chaque euro de dette ne doit servir qu'à financer des investissements. Tout ça selon une nomenclature comptable. Et donc, quelle est la conséquence de ça? La ville de Paris, elle avait 1 milliard de dettes en 2001. Elle avait un peu moins de 5 milliards en 2014. Elle aura 8 milliards de dettes à peu près en 2026. En face de cela, nous avons un patrimoine de la ville de Paris qui est estimé par la Chambre régionale des comptes et la Cour des comptes être passé de 14 à 44 milliards d'euros entre 2001 et 2026. Enfin, en l'occurrence 2020, qui est le dernier chiffrage de la Chambre régionale des comptes. Pourquoi? Pour une raison très simple que tous les financiers connaissent, la valeur, l'augmentation de la valeur des actifs à Paris est supérieure à nos intérêts d'emprunt. Et donc, les riches savent bien comment ça fonctionne, ça. Plus vous empruntez, plus vous vous enrichissez. C'est ce cas-là. Alors, je serais honnête en vous disant que ce n'est pas tout à fait aussi simple que ça, parce que la liquidité de nos actifs, elle n'est pas absolue, parce que c'est du logement social, et qu'on ne peut pas les vendre techniquement ou pas simplement tant qu'il y a des gens dedans, etc. Mais c'est pour ça que les agences de notation, contrairement à beaucoup d'autres observateurs, les agences de notation disent que la situation financière de la ville est saine. Et le dernier qui a fait une observation sur la situation financière de la ville un peu nuancée, et je l'assume et je l'explique, c'est la Chambre régionale des comptes, qui a dit... Oui, je résume, pardon, mais qui a dit oui, la situation de financière de la ville de Paris est saine, mais il y a eu 2 facteurs
qui sont venus rajouter de la complexité et qui ont été totalement effacés par l'augmentation de la taxe foncière. C'est un mécanisme d'opportunité qui s'appelle les loyers capitalisés, que vous connaissez, vous en avez forcément entendu parler, pas du tout illégal, c'est pas du tout du Ponzi, comme dit le ministre des Comptes Publics, y compris Gérald Darmanin, qui était son prédécesseur, lui a dit « Calme-toi, c'est moi qui signais la lettre l'autorisant et je ne signe pas une pyramide de Ponzi ». Donc c'est le phénomène des loyers capitalisés qui est en fait une stratégie de valorisation foncière. Ça consiste, pour simplifier, à dire j'ai un bien immobilier, est-ce que je veux le louer et encaisser chaque année, ou est-ce que je préfère le vendre d'un coup et tout toucher d'un coup? C'est une stratégie financière, elle est contestable par définition, mais enfin, elle ne pose aucun problème technique. Et le deuxième, c'est la crise Covid. La crise Covid, auquel vous rajoutez la crise ukrainienne, l'effet inflationniste, etc., c'est vrai, a créé une situation budgétaire qui nécessitait des décisions. Les décisions, elles sont simples, parce que les finances, c'est simple. Vous augmentez les recettes ou vous baissez les dépenses. Donc on a un peu baissé les dépenses en faisant un plan d'économie, et on a augmenté les recettes en augmentant la taxe foncière. Les VTC, les VTC, moi je suis assez d'accord avec l'idée de les faire circuler et de les faire converger vers un droit commun des taxis, mais les taxis les refusent. Le taxi refuse ça, donc c'est une négociation difficile. Je pense que le temps permettra de... Mais encore faut-il que les VTC, qui sont des gens, des compagnies qui sont des gens tout à fait respectables, etc., s'imposent aussi les mêmes contraintes que les taxis, des contraintes de formation, etc. Et donc pour l'instant, il nous semble qu'il y a une garantie qualitative avec les taxis que n'offrent pas complètement les VTC. Ça mérite sans doute une petite offre de services supplémentaires. Les effectifs de la ville, ils sont... Je prends la base la plus efficace, qui est la base électorale des élections professionnelles aux élections du comité social. C'est 70 000 personnes. Et sur ces 70 000 personnes, grosso modo, c'est 55 000 temps plein. Est-ce que c'est trop ou pas assez? J'en sais rien. Quand on voit les comparaisons internationales, y compris comparer la Commission européenne et la ville de Paris, ils ramassent les poubelles à Bruxelles, la Commission européenne? Non. C'est beaucoup plus consommateur en ressources humaines que faire des dossiers, quoi. Donc nous, on a la ville de Paris, comme toutes les collectivités territoriales, c'est 70% de catégorie C, de gens de terrain. Ce sont des éboueurs, ce sont des balayeurs de rue, ce sont les filières ouvrières et techniques dans les espaces verts, dans les égouts, etc. 70% de nos effectifs, ce sont des premières lignes qui ne télétravaillent pas et qui ne télétravailleront jamais et qui ne sont pas payés très cher, au passage. Et donc, les effectifs de la ville, comme toute organisation, elle a ses rigidités, elle a son histoire, etc., qui a des ajustements sans doute à faire, incontestablement. Mais moi, je suis très fier des agents de la ville de Paris. Et quand il y a des incidents à la ville de Paris, on ne fait pas tout parfaitement, et je ne mets pas du tout les politiques là-dedans, ils sont là et ils font le job. Quand il faut gérer les manifs le samedi soir, ils le font. Quand il faut aller gérer les attentats, ils sont là. Quand il faut gérer les grèves, quand il faut gérer la neige, ils sont là. Et qu'on attaque les politiques, je le conçois aisément. Je demanderai un tout petit peu plus d'indigence vis-à-vis de nos agents. L'élection directe, alors police municipale, peut-être pour finir par le sujet élection directe. Police municipale, c'est une montée en puissance. Je rappelle qu'elle a que 2 ans, enfin même pas, un peu plus d'1 an maintenant. C'est une procédure assez complexe qui prend du temps, puisque c'est une procédure d'assermentation par le tribunal judiciaire pour être policier municipal. 2 corps à la ville de Paris alimentent les policiers municipaux, les inspecteurs de sécurité de la ville de Paris, qui sont l'ersatz de police municipale que nous avions avant la police municipale, et le corps des ASP, des agents de sécurité de Paris, qui sont les agents de la préfecture de police que nous avons récupérés à l'occasion de la réforme du statut de Paris de 2017. Et donc, ces agents, ils vont devenir progressivement. Nous avons un engagement, c'est 3 000 policiers municipaux en 2026 et 5 000 d'agents assermentés pour m'en mettre des amendes. Parce que des agents qui mettent des amendes, il y en a beaucoup. Je peux vous assurer que je reçois beaucoup de plaintes de gens qui reçoivent des amendes. On m'en envoie aussi beaucoup pour me dire qu'on n'en met pas assez, mais j'en reçois beaucoup aussi qui ne sont pas contents d'en avoir. Dans la régulation des mobilités. Et le préfet de police et la maire de Paris ont annoncé d'un commun accord la création d'un code de la rue et un travail sur la police de circulation. La police de circulation n'est pas de la compétence de la ville de Paris. C'est une compétence exclusive du préfet de police. Pour plein de bonnes raisons, il ne l'exerce plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les gars avec des bâtons au carrefour, etc. Nous avons une compétence de verbalisation. On le fait beaucoup, pas assez sans doute, pas aux bons endroits. Enfin, on peut toujours faire mieux, mais enfin, on le fait massivement sur les vélos, sur les trottinettes, sur les jets de mégots, sur les dépôts d'encombrants, etc. Ça ne suffit pas encore pour créer ce réflexe d'autocontrôle social, ce qui fait qu'une voiture à 3 h du matin, sauf si vraiment on n'est pas bien dans sa tête, même à 3 h du matin en voiture,
n'y a personne dans les rues, on s'arrête au feu rouge. Voilà. Un vélo aujourd'hui, même en plein jour, avec plein de gens autour, il y a un feu rouge, il ne s'arrête pas. Voilà. Donc c'est un sujet d'autocontrôle, d'éducation, et on va y arriver. On va y arriver tous ensemble, mais enfin, en tout cas, là, on va travailler sur et le code de la rue et la question du toilettage de la police de circulation pour récupérer ça. Et je finis par le sujet de l'élection municipale. C'est un mauvais débat qui est posé par, en l'occurrence, la Macronie sur ce sujet. D'abord parce qu'il ne changerait pas du tout les élections. Il n'y a que 2 circonstances historiques sur la loi Paris-Lyon-Marseille dans lesquelles la réforme du mode de scrutin n'aurait pas eu la même conséquence à la fin. C'est Lyon et Paris en 2001. Des circonstances dans lesquelles la gauche est arrivée en responsabilité alors qu'elle n'était pas majoritaire en voix par des déséquilibres démographiques. Pourquoi ce n'est pas une bonne question ? D'abord parce que la représentativité par vote indirect, elle est très étroitement surveillée par le Conseil constitutionnel. Et régulièrement, il y a des toilettages, c'est-à-dire qu'on adapte le nombre de conseillers de Paris en fonction de la population. La dernière fois que ça a eu lieu, c'était en 2015. Et on réajuste le nombre de conseillers. C'est d'ailleurs ce qui nous a conduit à proposer la création de Paris-Centre. Pourquoi ? Parce que le plus petit arrondissement de Paris, c'était le premier. Et il ne justifiait plus, sur le plan de la bande de sécurité, de la bande passante tolérable par le Conseil constitutionnel, d'avoir un conseiller de Paris. Or, comme il y a un maire d'arrondissement, il doit être conseiller de Paris. Et donc, c'est aussi ce qui a conduit à la fusion 1, 2, 3, 4. La bande passante que tolère le Conseil constitutionnel, c'est plus ou moins 15%. C'est-à-dire qu'il tolère que la représentativité ne soit pas calculée au jour le jour, mais que le nombre de conseillers de Paris représente à peu près le même nombre de Parisiens, avec une tolérance de plus ou moins 15% compte tenu des dynamiques démographiques. Et on ne va pas refaire la loi tous les ans. Mais on l'a fait quasiment chaque mandature. Pourtant, cette question-là pose un bon débat. Quelles sont les élections indirectes dans notre pays ? Il y a d'abord les sénateurs. Les modes de scrutin connus. Bon, pour simplifier, un sénateur parisien, il pèse 7 fois moins en termes démographiques qu'un sénateur d'un petit département. Je vais prendre l'Ariège au hasard, ou la Lozère. C'est-à-dire qu'un sénateur, il représente 7 fois plus d'habitants. Donc, en termes de disproportion, et pourquoi c'est toléré par le Conseil constitutionnel ? C'est parce que la Constitution prévoit que le Sénat est la chambre des territoires et des collectivités, et donc n'applique pas ce principe de proportionnalité entre un élu versus le nombre d'habitants qu'il est censé représenter. Et il y a un deuxième mode de scrutin qui est beaucoup plus scandaleux, qui est l'intercommunalité. L'intercommunalité, c'est un mode de scrutin indirect, puisque les gens ne votent pas pour cela. Les gens envoient les maires. D'ailleurs, la métropole du Grand Paris a ce problème-là, sauf à Paris. Parce qu'à Paris, l'opposition est représentée à la métropole du Grand Paris. C'est la seule commune dans ce cas. Toutes les autres, il y a 1, 2, parfois 3 conseillers métropolitains. Jamais l'opposition. Nous, c'est à la proportionnelle du Conseil de Paris. Et tout ça sur la base de scrutins de liste qui sont dans les arrondissements. Pour la première fois, il y a eu une réforme de scrutin en 2020. L'intercommunalité, c'est un plus grand scandale démocratique de notre pays. Et c'est pourtant celui qui est posé par la relation entre les arrondissements à Paris et la mairie centrale. Pourquoi ? Parce que vous retrouvez, je ne prends pas d'exemple, mais c'est juste pour eux d'ailleurs, dans des cas où la ville-centre de la métropole en question, ou de la communauté d'agglomération en question, pèse 80% en termes de poids de population par rapport à l'intercommunalité, qu'à l'extérieur, il y a 20 ou 25 communes, et qu'on se retrouve avec une métropole qui est de couleur politique opposée au choix démocratique qui a été fait par la ville-centre qui représente 80% de la population. Je vous donne un exemple. Marseille, on a une ville à gauche, on a une métropole à droite. Béziers, pour ne pas prendre d'exemple discriminant, on a une ville-centre d'extrême droite, on a une métropole à gauche. Enfin, c'est aberrant. Et je crois qu'à l'occasion du débat sur Paris-Lyon-Marseille, la vraie question, et ce n'est pas illégitime que le législateur s'interroge sur le mode de scrutin, c'est sa mission, les textes sont ainsi prévus, donc moi je ne conteste pas ça. D'abord, je trouve qu'il pourrait avoir la délicatesse de nous appeler pour nous demander ce qu'on en pense, après tout. C'est peut-être pas inintéressant. Et la deuxième, c'est que si on ouvre ce débat, ouvre-le sérieusement, et il est incontestable qu'il faut le poser sur le sujet des intercommunalités, qui aujourd'hui concentrent 80% des investissements en valeur. Et donc, qu'il y ait des choix démocratiques qui s'y expriment, me paraît évidemment de bonne loi. Donc moi, je ne suis pas contre les évolutions des modes de scrutin dès lors qu'on considère qu'elles nourrissent la démocratie. Je serais plus amusé, mais ça ne m'inquiète pas qu'ils le mettent sur la table, que ce soit pour des motifs électoraux. Voilà.
Merci beaucoup, Pascal. Un petit mot de conclusion? Non, vraiment. C'était un bon compte-rendu de mandat digne du 7e. Je suis ravi de voir qu'après 1h30, on voit mieux, en effet, de quoi le récit de Paris est constitué. Et forcément, c'est un récit avec des voix plurielles. Hein, parce qu'on ne peut pas, en effet, imaginer qu'un territoire de ce type s'encastre quelque part dans un récit qui serait un récit uniforme. Et merci ensuite d'avoir descendu du récit aux pratiques quotidiennes des habitants et d'avoir répondu en effet sur les cercles qui entourent les arbres et qui fait aussi notre quotidien d'habitants. Oui, et puis c'est l'amour de Paris, donc j'en suis très respectueux. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.